On est parti. Bonjour à tous. Alors, c'est le début de cette masterclass. C'est la deuxième session. Je vous ai parlé la dernière fois de l'intelligence artificielle. On a regardé quels étaient les enjeux juridiques de l'intelligence artificielle. On a réfléchi ensemble au travers de vos réactions et de vos questions à des aspects concrets, pratiques sur cette nouvelle technologie. Et aujourd'hui, le but de cette masterclass, c'est d'aborder la question de l'informatique quantique, ce qu'on appelle en anglais le quantum computing, et donc de regarder ensemble et d'aborder dans un sens de vulgarisation cette nouvelle technologie qui, au même titre que l'intelligence artificielle, est une révolution. Ce n'est pas une évolution, c'est une vraie révolution, comme l'intelligence artificielle. Et on verra l'interaction entre les deux et comment ça peut créer encore une troisième révolution. Alors le titre de la présentation, là vous le voyez en bas, c'est une forme d'humour. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'informatique quantique sans jamais oser le demander. On entend beaucoup parler de l'informatique quantique dans la presse spécialisée évidemment, et puis il y a des conférences. Et là l'idée c'est vraiment d'essayer de vulgariser, d'arriver à comprendre comment ça fonctionne, quelles sont les applications pratiques et quels sont les enjeux juridiques derrière l'informatique quantique. Alors, dans ces masterclass, je sais que j'ai des étudiants en face de moi, je n'ai pas forcément vos profils. Il y a certainement des profils ingénieurs, par avance, des profils scientifiques. Par avance, je m'excuse si je ne descends pas suffisamment dans la technique de l'informatique quantique, mais j'essaye de rester à un niveau qui soit accessible à tous. C'est une matière qui est compliquée, c'est une présentation que je vais essayer de faire simple, mais sur des concepts qui sont très abstraits et très compliqués. Donc on va essayer de rester à un niveau qui soit vraiment accessible à tous. Il y a une fenêtre d'interaction sur laquelle vous pouvez me poser vos questions via Teams. Ce qu'on va faire, c'est qu'il y a des moments où je m'arrêterai pour que vous me posiez des questions. Et à ce moment-là, je regarderai les questions. Il y a un temps de latence, c'est-à-dire qu'entre le moment où vous me posez la question et le moment où je la vois à l'écran et le moment où je peux répondre, il y a environ 30 secondes. Donc voilà, il y a un petit délai toujours. Il y a 3 parties dans la présentation et on fera une pause a priori avant la troisième partie étant sur les implications juridiques. Voilà, la présentation est faite pour durer de 10h30 à 13h, mais en fait, on sera, je pense, plus court. Voilà, on durera un peu moins longtemps que sur l'intelligence artificielle. Alors, voilà, je bascule, en espérant que ça fonctionne bien. Donc, informatique quantique, concept et enjeux juridiques. Alors, avant une petite présentation, si vous avez assisté à la première présentation, vous savez que je suis avocat. Des avocats, c'est pas que les avocats en robe qui plaident devant des juges, c'est aussi des avocats comme mon équipe et moi-même qui aidons les entreprises à comprendre une réalité économique, une réalité technologique et les assister pour mettre des couches juridiques sur cette réalité. Nous, ce qu'on aime, c'est la tech. Ce qu'on aime, c'est plonger dans la technologie. C'est avoir une interaction avec des développeurs, c'est avoir une interaction avec des scientifiques, c'est comprendre ce qu'ils font pour pouvoir ensuite traduire en termes juridiques, faire des contrats, regarder si la propriété intellectuelle se trouve bien dans la technologie, dans la société qui maîtrise cette technologie, ou si la propriété intellectuelle se balade en dehors. Pardon. Regardez s'il y a eu une bonne valorisation en termes juridiques de cette propriété intellectuelle sur les technologies. Alors, Loways Avocat, c'est un cabinet à Paris que j'ai créé en 2006. Bon, ça fait 25 ans, ça fait plus de 25 ans, ça fait 27 ans que je suis avocat. Et ce cabinet, on est une dizaine d'avocats à peu près. Il y a 2 départements. Mon équipe, on est 3, on s'occupe de tout ce qui touche aux tech, donc aux technologies, et ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire tout ce qui est technologie et droit. On est dans pas mal d'associations françaises et internationales, notamment High-Tech Law, qui est une association américaine de juristes et d'avocats dans la tech, donc la même chose que ce que je fais, mais au niveau américain et puis au niveau Asie et africain aussi.
Cyberlex, c'est une association française où on réunit des gens du monde du droit et du monde de la tech, et puis on réfléchit ensemble à des sujets d'actualité sur ChatGPT, sur l'intelligence artificielle, sur le Web 3.0. Et voilà. Et le cabinet est classé dans beaucoup de classements de cabinets internationaux. On intervient sur 2 domaines, sur tout ce qui est IT, tech, data, IT pour Information Technology, data, tout ce qui touche au RGPD, tout ce qui touche au traitement de données personnelles, tout ce qui touche au contrat informatique, l'open source, l'intelligence artificielle, la protection des données, les marques, les noms de domaine, mais enfin ça c'est moins tech, ça fait partie du panel. Et puis de l'autre côté, on a une équipe qui intervient sur tout ce qui est levée de fonds, tout ce qui est rapprochement d'entreprises, tout ce qui est acquisition d'entreprises. Voilà. Et les 2 activités sont très complémentaires parce que comme vous l'avez constaté, aujourd'hui, la tech informatique, les gros systèmes. Aujourd'hui, on a partout des technologies. Votre iPhone, c'est un ordinateur qui est bien plus puissant que ce qui pouvait exister il y a 25 ans. Et on utilise l'informatique, Internet en permanence. Et on baigne dans les technologies et on baigne aussi dans le droit et souvent sans s'en rendre compte. Donc il y a des règles juridiques qui s'appliquent aux technologies et à tout ce qui nous entoure. Voilà, on est dans pas mal de classements internationaux, ça je vous l'ai dit. Donc là, aujourd'hui, on va parler de l'informatique quantique et je tiens vraiment à faire des pauses pour que vous puissiez me poser des questions pour me dire si ce que je vous explique est suffisamment clair, parce que c'est pas facile, et si vous avez des questions par rapport aux technologies qu'on va aborder. Donc il y a 3 temps. Premièrement, on va essayer de comprendre quels sont les concepts clés, les concepts clés techniques de l'informatique quantique. Qu'est-ce que c'est que l'informatique quantique? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur quantique? En quoi ça se différencie d'un ordinateur classique? C'est surtout ça qu'il faut bien avoir à l'esprit. Ensuite, on va essayer de regarder ensemble quelles sont les applications potentielles concrètes de l'informatique quantique. En quoi ça va révolutionner notre société? En quoi, quand ça va être complètement opérationnel, en quoi ça va permettre d'accélérer les choses. Et puis on fera une pause. Et enfin, on va regarder les implications juridiques, c'est-à-dire donc là, vraiment ma matière, ce à quoi il faut faire attention quand on conseille des clients qui sont dans l'informatique quantique ou qui utilisent, surtout les utilisateurs d'informatique quantique, à quoi il faut être vigilant et quels vont être les impacts en termes juridiques. Alors, concept clé de l'informatique quantique. Et là, ce que je voudrais, c'est vous présenter une petite vidéo qui va partir au moment où je demanderai à la régie de la lancer. C'est une vidéo, pour vous donner le contexte, qui montre ce que c'est qu'un ordinateur quantique. La première fois que j'ai vu un ordinateur quantique, c'était il y a à peu près 4 ans, au CES de Las Vegas. Le CES, c'est le Consumer Electronics Show. C'est le grand rassemblement de tous les acteurs des nouvelles technologies. Ça se passe à Las Vegas. J'y vais chaque année. J'y retourne cette année encore en janvier. Et là, pour des gens comme moi qui sommes avocats dans les nouvelles technologies, c'est vraiment super important de plonger dans les techs et de comprendre de quoi ça parle, ce que c'est, et comment on va mettre du cadre juridique autour. Et donc, il y a 4 ans, je suis tombé sur le stand d'IBM, sur un ordinateur quantique. J'ai trouvé ça extrêmement beau. Vous verrez, il y a d'autres photos après. Et ça ressemble à un satellite. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette machine? À quoi ça sert? Et donc, j'ai demandé des explications. Et on m'a expliqué, et donc c'était IBM. Et puis ensuite, j'ai fait une présentation à Boston qui reprenait les bases de cette présentation sur l'informatique quantique avec un ingénieur du MIT qui travaillait sur les sciences profondes de l'informatique quantique.
on avait fait cette présentation. Donc voilà, c'est un sujet qui n'est pas nouveau, qui émerge. Et là, je vais vous montrer la beauté d'un ordinateur quantique, et puis surtout, le bruit que ça fait. Parce que vous allez voir, quand je vais vous expliquer comment ça fonctionne, qu'il y a des contraintes physiques et matérielles qui font que c'est très particulier et ça se différencie vraiment d'un ordinateur classique. Quand je vous dis un ordinateur classique, c'est le laptop que j'ai devant moi, c'est les ordinateurs de bureau qu'on a, c'est les ordinateurs qu'on connaît tous. Un ordinateur quantique, c'est complètement différent. C'est encore le terme d'ordinateur parce qu'il y a un fonctionnement qu'on retrouve, mais ce n'est pas du tout les mêmes lois et ce n'est pas du tout les mêmes règles et les mêmes principes physiques qui s'appliquent. Alors on va lancer la vidéo et vous allez surtout écouter, donc regardez les images et écouter le bruit. Je me tais. Welcome to Sounds of IBM. This is the first IBM Q Computation Center, where the commercial quantum systems used by the IBM Q network live. The IBM Q network is a worldwide organization of industrial, research, and academic institutions joining IBM to advance quantum computing and launch the first commercial applications. Here we see a 20-qubit system, which will be accessed online by members of the IBM Q 20 network. qubits, 20 qubits, c'est In the très future, faible. Aujourd'hui, they on will est have à access 100 to 50-qubit systems, which IBM recently prototyped. Ça date un peu la Listen vidéo, to the mais elle est tinkling très belle. whoosh the system makes as it maintains the ultra-cold 15 millikelvin temperature required for IBM's superconducting qubits to operate. That's colder than outer space. Cold enough to make atoms almost completely motionless. This is an open dilution refrigerator that contains the qubits of niobium, silicon, and aluminum. It's so dark and cold inside that it's almost impossible to find even one photon of light. Join us and experience Sounds of IBM, the IBM Q Computation Center. Là, il faut écouter le bruit de la machinerie. Il est assourdissant quand on est à côté. Voilà, bon, je pense qu'on peut arrêter la vidéo. Merci. Donc, je ne sais pas si vous m'avez entendu pendant qu'il y avait la présentation, mais voilà, c'est un ordinateur quantique. C'est complètement différent des ordinateurs qu'on connaît. Ça fonctionne différemment. Et ce que disait la présentatrice, c'est que, enfin, la personne qui faisait les commentaires, c'est que c'est plus froid que la température. C'est extrêmement froid. On descend à des températures qui se rapprochent du zéro absolu, hein, moins 273 degrés, pour figer la matière, faire que la matière à l'intérieur de ce conteneur ne bouge presque plus, pour pouvoir travailler sur des particules d'atomes et sur des électrons et des photons. Il y a un vide absolu à l'intérieur, et en fait, c'est un énorme frigidaire avec un système de micro-ondes à l'intérieur, mais pas un micro-ondes comme on trouve dans les cuisines, c'est un système de micro-ondes qui transite sur des circuits à l'intérieur de ce conteneur qui est extrêmement froid pour aller travailler sur la matière. L'idée à retenir ici sur l'informatique quantique, c'est que... Alors voilà, donc là, je repasse à la présentation. J'espère qu'on la voit. J'ai pas... Ah oui, ok, j'ai plus le retour. C'est bon, mais je veux bien le retour en fait sur le côté pour la régie. Le retour d'image, voilà, très bien, merci. Là, si on revient à l'informatique quantique, donc vous avez vu, là, il y a la photo sur la droite d'un ordinateur quantique. C'est complètement différent de ce qu'on connaît. Et en fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, l'idée principale, c'est que les règles physiques qu'on connaît, les règles de la physique qu'on connaît à notre échelle, à l'échelle humaine, je prends un stylo, je lâche, il tombe, je renverse de l'eau, elle coule sur la table. À l'échelle, pour prendre une image vraiment vulgarisée, à l'échelle des atomes,
et à l'échelle des particules qui sont autour des atomes, des électrons, des particules de lumière, les photons, ces règles physiques ne sont plus les mêmes. On n'arrive pas forcément à l'expliquer, mais dans l'infiniment petit, les règles physiques sont différentes. Et donc, cette découverte scientifique, qui date d'il y a pas mal de temps, d'une centaine d'années, a été mise en œuvre dans les ordinateurs de type quantique depuis 1982. C'est quelqu'un qui s'appelle Richard Feynman, qui en 1982 a commencé à développer le principe d'ordinateur quantique. L'idée, c'est que, en fait, chaque particule à ce niveau atomique, donc chaque particule, chaque électron, chaque photon, a une quantité d'énergie particulière. Cette quantité, elle est mesurable. D'où le terme quantique, quanta, on mesure, on quantifie le niveau d'énergie de chaque électron, par exemple, si c'est sur des électrons. Et cette quantité d'énergie, elle peut varier dans un sens ou dans l'autre. Et quand elle varie, elle fait ce qu'on appelle un saut quantique. Et quand elle fait un saut quantique, c'est quelque chose qu'on peut mesurer, et c'est quelque chose qui va permettre, ces sauts quantiques, l'analyse de ces sauts quantiques, passage d'un état d'énergie à un autre, va permettre en fait le fonctionnement de l'ordinateur quantique. Alors c'est pas facile à concevoir, c'est un peu abstrait, mais pourtant c'est comme ça que ça fonctionne. Et on va essayer de voir les comparaisons avec un ordinateur normal. Alors, donc là je passe à la slide suivante. Si on prend un ordinateur normal, il utilise des principes de physique de notre échelle. C'est-à-dire qu'il y a une grande quantité d'atomes qui sont utilisés pour acheminer de l'électricité, des impulsions électriques. Quand on dit une grande quantité d'atomes, c'est-à-dire qu'il y a, au travers des circuits électroniques de l'ordinateur normal, des flux d'électricité qui passent et qui vont être stockés dans des microprocesseurs, et ça va être soit du 0, soit du 1. C'est-à-dire que un flux électrique va soit ouvrir une porte, soit la fermer. 0, elle est fermée, 1, elle est ouverte. Le fait que cette porte soit ouverte ou fermée et que ce soit reproduit des milliards de fois à l'intérieur d'un microprocesseur, d'un circuit électronique d'ordinateur, ça va permettre de traiter une information et ça va permettre de stocker une information. Alors vous avez peut-être vu le film Matrix, j'espère que vous l'avez vu, c'est un très beau film. Dans ce film, il y a souvent des écrans verts où on voit des 0 et des 1 qui tombent en permanence. Et donc l'idée du film, de la matrice, qui est un environnement informatique, c'est qu'il y a des supercalculateurs, et ces 0 et ces 1, c'est toute l'information du monde extérieur qui est transformée en 0 et en 1. L'informatique classique travaille sur du 0 et du 1, mais ce n'est pas les deux en même temps. C'est soit du 0, soit du 1. C'est ce qu'on appelle le système binaire. Et dans les microprocesseurs, il y a des bits, ce qu'on appelle des bits, c'est ce qui stocke le 0 ou le 1. La puissance d'un ordinateur ou la puissance d'un disque dur de stockage va se calculer par rapport à cette capacité à stocker des 0 ou des 1. Ce traitement, il se fait de façon séquentielle. C'est-à-dire que c'est soit 0, soit 1. Il se fait, il est réalisé vraiment au fur et à mesure, ce qui fait que quand on augmente la puissance, si on regarde, quand on augmente la puissance d'un ordinateur ou quand on augmente la puissance d'un disque dur de stockage, ça va être une courbe qui est droite et linéaire. Et on va voir qu'avec l'ordinateur quantique, pour les raisons que je vais vous expliquer, ce n'est pas du tout une courbe droite et linéaire, c'est une courbe qui est exponentielle. La puissance d'un ordinateur classique, elle augmente doucement, même s'il y a eu des progrès absolument incroyables ces dernières années, elle augmente quand même doucement. C'est vrai qu'un téléphone, un iPhone, là, comme j'ai à côté de moi, ou un Mac, comme j'ai devant moi, sa puissance, elle est infiniment plus importante qu'un ordinateur d'il y a 25 ans. Mais cette puissance, elle est quand même linéaire. Donc on a déjà des choses qui sont extrêmement puissantes, qui ont extrêmement évolué, mais qui augmentent de façon linéaire. Avec l'informatique quantique, cette évolution, elle n'est pas linéaire, elle va être exponentielle. Donc c'est une puissance
de calcul et de stockage qui est absolument incroyable. L'ordinateur quantique, donc voilà, c'est l'idée, je le répète, de descendre d'un niveau, c'est-à-dire de plus travailler au niveau des lois physiques de notre environnement, mais descendre au niveau des lois physiques, quantiques, des particules élémentaires au niveau des atomes. Et là, les lois physiques, encore une fois, sont différentes. Ce n'est plus les mêmes lois physiques que celles qui régissent notre univers, au niveau de notre dimension à nous. Et c'est ça qui est passionnant. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on a découvert quelque chose avec des lois physiques complètement différentes. Il y a deux propriétés quantiques qui sont utilisées pour l'informatique quantique, la superposition et l'intrication. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est, mais pour vous donner une image tout de suite, c'est, par exemple, sur l'intrication, une expérience qui a été faite par des scientifiques chinois entre un satellite en orbite chinois, donc un satellite autour de la Terre, et puis sur Terre, un laboratoire, une particule de photons, je crois c'était, intriquée, donc deux particules de photons intriquées, c'est-à-dire intrinsèquement liées ensemble. Quand les scientifiques sur Terre agissaient sur la particule sur Terre, au niveau des atomes, le satellite à des milliers de kilomètres au-dessus de la Terre, l'autre particule qui était intriquée avec celle sur Terre réagissait dans l'instant exactement de la même façon. Comme s'il n'y avait plus aucune distance. C'est pour ça qu'on parle de, entre guillemets, téléportation quantique. Comme s'il n'y avait plus ces milliers de kilomètres. C'est-à-dire que ce qu'on faisait sur Terre agissait immédiatement dans l'espace à des milliers de kilomètres, mais dans l'instant. Donc c'est des lois qui sont révolutionnaires, qu'on connaissait, mais qu'on commence à exploiter, mais on n'arrive pas forcément à les expliquer. Alors, si on continue sur les explications de ce que c'est qu'un ordinateur quantique et de ce que c'est que les lois de la physique quantique, il faut parler de la superposition quantique. Et je reviendrai à l'intrication après. Donc là encore, vous avez une image d'un superbe ordinateur quantique. La superposition quantique, c'est quoi ? Je vais vous parler d'un chat. Voilà, alors quand on parle de l'intelligence artificielle, on parle souvent des logiciels qui peuvent reconnaître des chats, des chiens, des poissons rouges. Voilà. Là, dans l'informatique quantique, on a encore l'image d'un chat. Il y a quelqu'un qui s'appelle Schrödinger, qui est un scientifique, et dans les années 30, il a fait une expérience pour essayer de vulgariser, de montrer ce que c'est que les lois physiques de la quantique au niveau de notre échelle, pour essayer d'expliquer. Il a mis un chat dans une boîte, et l'expérience consistait... Alors, c'est théorique, il n'a pas fait vraiment, mais l'idée, c'est que le chat dans la boîte, il est enfermé dans une boîte, un chat, une souris, un chat, mettons, et il a un mécanisme, s'il appuie dessus, ça déclenche un poison qui est mortel pour le chat. Et la boîte est fermée et on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Et en fait, l'idée, c'est que le chat, tant qu'on ne sait pas, tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, il est virtuellement dans deux états différents. C'est-à-dire qu'il est peut-être vivant, peut-être mort. Mais comme on ne sait pas, on considère qu'il est dans les deux états en même temps. Et quand on le ramène, voilà, personne n'ouvre la boîte, on ne regarde pas. Parce que si on regarde, là, d'un seul coup, on se rend compte s'il est mort ou s'il est vivant. Bon. Le chat n'a pas été tué, je vous rassure, mais voilà, c'est l'expérience. L'idée, c'est que avec cette boîte, et si on le projette sur l'informatique quantique et sur les lois de l'informatique quantique pour des ordinateurs quantiques, ce que je vous disais tout à l'heure, le 0 ou le 1, et bien là, ça va être les deux en même temps. C'est-à-dire qu'un état d'information va être à la fois 0 et 1 en même temps. Donc je vais y venir, j'avance doucement parce que c'est complexe. Je vais vous montrer. Pour revenir sur cette loi de superposition, la deuxième idée, la deuxième image qu'on utilise généralement, c'est quand on lance une pièce de monnaie en l'air, on la fait tourner, on la réceptionne dans la main. Tant qu'on ne l'a pas réceptionnée, on ne sait pas si elle est pile ou face.
tant qu'elle tourne en l'air. On ne sait pas si elle est 0 ou 1. Et en fait, elle est les deux choses en même temps. Et c'est cette espèce de saut intellectuel qu'il faut faire pour se dire, on sort de l'informatique classique où c'est soit 0, soit 1, et la pièce, tant qu'elle est en l'air, elle est à la fois 0 et 1. Et le fait qu'elle soit à la fois 0 et 1, en informatique, ça veut dire que le nombre de possibilités statistiques augmente de façon exponentielle. Alors, j'espère que c'est clair. On va voir comment ça se matérialise. Du stockage ou du traitement de l'information, quand on est dans l'informatique classique, donc on a vu, c'est soit 0, soit 1. La porte est ouverte ou fermée. Quand on est dans l'informatique quantique, la porte, elle peut être ouverte ou fermée en même temps. Elle peut être ouverte et fermée en même temps. C'est ça la difficulté à comprendre. Et en fait, si on regarde le tableau que vous avez à l'écran, quand on fait de l'intrication quantique, c'est-à-dire que quand on agrège, on assemble ensemble deux particules, donc 2 bits, qu'on met ensemble, on arrive à 2 qubits, on va rapidement avoir une possibilité de calcul qui va être phénoménale et qui va augmenter exponentiellement. On le voit sur le tableau de droite, quand on a 2 qubits qui sont intriqués, on a 4 possibilités. Quand on a 3 qubits qui sont intriqués, donc 3 particules élémentaires qui sont assemblées ensemble, on a 8 possibilités de calcul statistique. Quand on en a 4, on a 16, 5, 32. Donc vous voyez que c'est exponentiel. Ce n'est pas 2, 4, 6, 8. Non, c'est 4, 8, 16, 32. Quand on est à 10 qubits, donc le qubit est la modalité de calcul d'un ordinateur, quand on est à 10 qubits, on est déjà à 1024 possibilités. Quand on est à 20 qubits, on n'est pas à 2000 possibilités, on est à 1 048 576 possibilités. Donc quand on passe à 30 qubits, on est déjà à 1 milliard, voilà, 10 milliards, c'est colossal. Donc ces ordinateurs quantiques, la nouveauté, c'est leur puissance de calcul, parce que ça n'utilise pas les règles de la physique classique. Ça utilise les règles de la physique quantique. Et donc, l'idée vraiment à retenir, c'est qu'en se basant sur les lois de l'infiniment petit, en allant travailler sur des électrons, des atomes, on arrive à avoir des ordinateurs qui sont extrêmement puissants. Mais quand je dis extrêmement puissant, c'est beaucoup, beaucoup plus puissant pour faire un calcul que ce qui existe aujourd'hui. Quand on a un ordinateur aujourd'hui classique qui va mettre 3 ans à calculer quelque chose, un super ordinateur à la NASA ou à la météo pour calculer le temps, ou calculer la trajectoire d'un missile ou la trajectoire d'un satellite qui est lancé en dehors de la Terre et ou d'une fusée qui va aller vers la Lune, et que ça met 3 ans ou 6 mois à calculer, là, l'ordinateur quantique, il va calculer en 2 minutes. Tout à l'heure, au début de la présentation, je vous disais, j'ai fait une présentation avec un scientifique du MIT et il m'a donné accès à des modalités d'utilisation d'ordinateurs quantiques. Et donc, c'était vraiment très mathématique, très scientifique. Mais il me disait, voilà, là, tu fais une formule de calcul qui est comme ça. On va lancer le calcul. En 30 secondes, tu vas avoir un calcul qui, normalement, prendrait 1 semaine à faire avec un ordinateur normal. Voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est quelque chose qui est extrêmement puissant et que, en fait, on passe d'un système où c'est, quand on ramène à l'informatique, soit 0, soit 1, à tout de suite, quand on a 2 bits qui sont intriqués, donc 2 qubits qui sont intriqués, on est dans un système non plus de soit 0, soit 1, mais on est dans un système de soit 0, 0, 1, soit 0, 0, 0, soit 0, 1, 1, soit 1. Bon, bref, c'est l'exemple que vous avez devant vous avec 3 qubits. Et donc, vous voyez tout de suite, là, sur la gauche, qu'on a 8 possibilités
Donc 000, 001, 010, 011, 100. Et tout ça, ça veut dire que c'est des capacités de stockage et de calcul de l'ordinateur quantique. Alors, aujourd'hui, on arrive à avoir des ordinateurs qui font plus de 100 qubits et c'est la course entre les grands intervenants de la tech, américains, chinois, russes, européens, pour augmenter le nombre de qubits. Les qubits, je le répète, c'est ce qui s'oppose aux bits. Un ordinateur, on calcule le nombre de bits pour faire une évaluation de sa puissance. Les qubits, c'est ce qui va permettre de calculer la puissance d'un ordinateur quantique. Je vais peut-être regarder si vous avez des questions d'ores et déjà sur ce que je viens d'exposer. Donc là, je bascule sur la partie questions. Voilà. Donc là, je vais laisser peut-être 2 secondes pour voir si vous avez des questions. Il y a toujours un temps de décalage, puisqu'on est en retransmission duplex. Bon. J'attends un petit peu. Aucune question pour le moment. Très bien. Ça veut dire que j'ai été clair. C'est pas facile, cette matière. Mais vous êtes là aussi pour apprendre des choses qui sont pas faciles. Alors, on revient à la présentation. L'ordinateur quantique, on l'a vu, pour arriver à travailler sur des particules élémentaires de la matière, au niveau des atomes, au niveau des électrons, des photons, il faut, en fait, quand on travaille dessus, qu'elles ne bougent absolument pas. C'est-à-dire qu'en soi, elles vont faire des sauts quantiques, elles vont varier dans leur charge d'énergie, mais il faut, en fonction de, de la stimulation par des micro-ondes qui vont arriver ou des lasers, mais la particule en elle-même, il faut qu'elle soit figée. Et c'est pour ça que dans la vidéo, vous avez vu cet énorme réfrigérateur qui baisse la température jusqu'à moins 273 degrés. Ça veut dire que, d'abord, c'est une technologie que seules des grandes industries peuvent mettre en œuvre aujourd'hui. Donc concrètement, des laboratoires de recherche scientifique de pays, de nations, à Saclay pour la France, dans les grandes écoles, sur les grands campus américains, dans les grandes sociétés, ce qu'on appelle les big tech ou les GAFAM, type Google, Meta, etc. Et puis beaucoup au Canada aussi, c'est là où se fait beaucoup la recherche sur le quantique. Donc il faut beaucoup d'énergie pour faire descendre la température, pour figer les particules, qu'elles ne bougent plus. Parce que vous savez qu'un atome, il y a le corps, puis il y a tous ces électrons et toutes ces particules qui tournent autour. Là, il faut arriver à figer la matière pour pouvoir travailler dessus. Et deuxième chose, il ne faut absolument pas qu'il y ait de perturbation. Il ne faut pas qu'il y ait de vibration, il ne faut pas qu'il y ait d'air qui passe ou quoi que ce soit sur ces particules. Parce que si jamais ça bouge, si jamais il y a une interférence, l'effet quantique, il disparaît. Si je reviens à mon exemple du chat, à partir du moment où on ouvre la boîte pour voir si le chat est mort ou vivant, l'effet quantique disparaît. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans cet instant de raison où le chat peut être à la fois mort et à la fois vivant. On est au moment où on a ouvert la boîte et on voit que le chat est soit mort, soit vivant. Et là, on revient sur les règles naturelles de notre dimension. Donc il faut des grosses machineries et il faut éviter ce qu'on appelle la décohérence ou la dégradation. La décohérence ou la dégradation, c'est quand il y a une perturbation du système quantique qui a été mis en œuvre, donc du fonctionnement de l'ordinateur quantique. Dégradation des qubits en cas de perturbation de leur environnement, des vibrations, des changements de température, ça va générer des erreurs de calcul. Et ce qu'on veut à tout prix, comme on est dans de l'informatique, c'est éviter les erreurs de calcul. Et aujourd'hui, l'informatique quantique, une des difficultés, c'est qu'il y a encore pas mal d'erreurs de calcul. Bon. D'ailleurs, c'est le second pavé sur l'absence de correction des erreurs pendant la phase de calcul. En fait, comme on ne peut pas interagir pour aller regarder un résultat
pendant la phase de calcul, parce que sinon on n'est plus dans les lois physiques de la quantique, mais on est dans les lois normales, tant que le processus de calcul n'est pas fini, on ne peut pas agir pour corriger les erreurs. Ce n'est qu'une fois que le processus de calcul est fini qu'on peut, à l'aide d'algorithmes, aller corriger les erreurs statistiques par rapport au calcul qui a été fait. Une façon pour réduire les erreurs du calcul quantique, c'est non pas de faire une seule opération une fois, mais de faire une opération des milliers de fois. Ce qui fait que, en multipliant le nombre de fois où on fait un calcul quantique à un instant donné, on va diminuer le taux d'erreur. Donc, on ne va pas avoir une pièce qui est lancée en l'air, on va en avoir 10 000. Et le fait de lancer 10 000 pièces en l'air va faire que la possibilité qu'on arrive à un résultat qui soit juste par rapport au calcul d'entrée de jeu va être statistiquement beaucoup plus pertinente que si on avait juste un seul calcul. Donc ces ordinateurs quantiques, aujourd'hui, fonctionnent sur un type de calcul. Ils vont le faire beaucoup plus vite qu'un ordinateur normal. On va être obligé de multiplier le nombre de fois où ils vont le faire, mais dans des temps très courts, pour arriver à affiner la pertinence du résultat. Il peut rester des erreurs. Donc ce n'est pas complètement fiable et ça tend vers la fiabilité. Alors l'ingénieur du MIT, Ramesh, avec lequel j'avais présenté, me disait « Non, mais en fait, dans les laboratoires, on arrive à avoir aujourd'hui, avec des algorithmes de correction, des résultats des ordinateurs quantiques qui sont très très fiables et très pertinents. » Voilà. Alors, sur l'ordinateur quantique, je regarde mes notes, mais on va reprendre encore une comparaison entre les ordinateurs classiques et les ordinateurs quantiques pour faire une synthèse. L'ordinateur classique, donc la synthèse permet de bien remettre en perspective. L'ordinateur classique calcule avec des bits qui peuvent être représentés soit par un 0, soit par un 1. La porte, elle est ouverte ou elle est fermée. Si elle est ouverte, c'est le 1, l'électricité passe. Si elle est fermée, c'est 0, l'électricité ne passe pas. On est au niveau de la physique à notre dimension, avec des flux d'électricité qui passent dans des microprocesseurs. La puissance, elle augmente de façon linéaire. C'est la courbe que je vous décrivais tout à l'heure. Vous la voyez sur la gauche, la courbe, elle est linéaire. Vous voyez sur la droite que pour un ordinateur quantique, la courbe, elle est exponentielle. C'est-à-dire qu'au démarrage, c'est à peu près similaire, c'est même plus bas, mais très vite, ça va atteindre des sommets de puissance que ne peut pas obtenir un ordinateur classique. Et cette puissance qui est colossale va permettre de faire des calculs qui ne peuvent pas être faits dans des temps raisonnables par un ordinateur normal. Sur la porte ouverte ou fermée, le 0 ou le 1 en haut, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la même logique au niveau infiniment petit quantique, c'est-à-dire que ça peut être du 0 et du 1 en même temps. Voilà, cette notion de « en même temps », on la retrouve ici, donc c'est du 0 et du 1, et ça permet des possibilités de calcul beaucoup plus larges qu'avec du 0 ou du 1. Si on va sur la troisième ligne, un ordinateur actuel, il a un niveau d'erreur qui est peu élevé. D'abord parce qu'il y a des algorithmes qui corrigent les erreurs, qu'on peut intervenir pendant le calcul, et que le fonctionnement d'un ordinateur classique, que ce soit votre PC ou que ce soit un iPhone, ou un téléphone portable, qui est un ordinateur, il fonctionne dans des conditions de température normales, à air ambiant à 15 ou 20 degrés, ou 25, et puis il fonctionne jusqu'à moins 10, sans difficulté, il n'y a pas d'erreur. Quand on descend sur des températures beaucoup plus basses, vous avez remarqué, si l'iPhone chauffe trop, ou si on est sur des températures trop basses, si on le met au frigidaire, il ne fonctionne pas bien l'iPhone. Parce que là, les lois physiques de notre dimension, elles ne fonctionnent plus pareil et elles ralentissent. Et un ordinateur quantique, lui, il a besoin, c'est une logique différente, on a besoin de figer la matière, donc de ralentir le plus possible ces lois, ces particules, pour pouvoir travailler dessus. Donc ça nécessite des températures très basses, à l'abri des vibrations, des champs électromagnétiques, vraiment de figer
les particules élémentaires pour pouvoir travailler dessus. Donc ça demande des grosses machineries aujourd'hui. Ce qui est aujourd'hui le cas et ce qui est vraisemblable dans l'avenir, c'est que les ordinateurs quantiques, on ne les aura pas sur nos bureaux. On y accédera, et on y accède déjà d'ailleurs, hein, j'ai encore fait le test hier soir, avec quelque chose qui s'appelle Azure Quantum. Azure, vous savez, c'est Microsoft, c'est le cloud d'Azure, et ils ont Azure Quantum, donc Quantum c'est pour quantique en anglais. Azure Quantum permet d'accéder à l'utilisation d'ordinateurs quantiques en ligne. Alors, il y a un accès qui est gratuit au début, et puis après, il y a une formule payante. Ça ne va pas vous permettre de calculer le temps de déplacement entre Paris et Dakar. Ça va vous permettre de faire des calculs scientifiques dans le cadre de recherches scientifiques. Mais je pense que si vous êtes dans la technologie, c'est intéressant d'essayer d'utiliser ces ordinateurs quantiques en ligne pour voir comment ça fonctionne et voir la rapidité. Alors, les dernières lignes, les ordinateurs classiques fonctionnent très bien pour des traitements de données classiques, le temps de parcours, un tableau Excel, ça c'est la mise en œuvre des algorithmes, c'est ce qu'on voit. Faire des calculs dans un tableau Excel à partir de données qu'on rentre, arriver à faire une somme, arriver à faire des opérations mathématiques significatives. Un ordinateur quantique va, de par ses fonctionnalités et la façon dont c'est organisé, permettre de résoudre des problèmes complexes parce que, en fait, l'ordinateur quantique va permettre d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort dans des calculs de base qu'un ordinateur classique met du temps à processer. Alors, je vais regarder si vous avez des questions, parce qu'on va passer à la deuxième partie. Je vais regarder ma montre en même temps. Voilà, donc je vais regarder si vous avez des questions. Donc je regarde sur mon petit moniteur si vous avez des questions. Alors je ne sais pas combien vous êtes, je ne sais pas quel est votre profil, mais j'espère que vous êtes nombreux, j'espère que c'est assez clair. Et je ne vois pas de questions là à ce stade. Et il y a un décalage de 30 secondes, donc il faut que j'attende. Bon, du coup, c'est l'occasion de faire une petite pause. Et on en fera une deuxième un peu plus tard. Donc en régie, il y a vraiment un gros décalage en fait. Hein. C'est plus de 30 secondes, c'est au moins 1 minute, voire plus. Voilà. Là, je vois, on est au moment des questions. Donc ce que je vais faire, pour que ce ne soit pas trop long pour vous, c'est que je vais avancer dans la présentation et je vais regarder dans 5 minutes si vous avez des questions. Alors, on passe à la deuxième partie sur les applications. Donc on a expliqué ce que c'était que l'informatique quantique. Vous avez compris que c'était des ordinateurs qui fonctionnaient complètement différemment, qui sont extrêmement puissants et qui permettent de faire des calculs complexes que ne savent pas faire les ordinateurs classiques d'aujourd'hui. Alors, dans les applications potentielles, en fait, l'informatique quantique va changer vraiment beaucoup de choses dans notre monde.
de par cette capacité extrêmement puissante à faire des calculs complexes. Le point un des points les plus importants, c'est que ça va avoir un impact sur la sécurité. Alors, ce n'est pas un impact positif, hein. C'est un impact... La présentation a disparu en régie. La présentation a disparu de l'écran. Alors, tu la vois son ordi? Oui, moi je la vois, oui. Tu dois les brancher à brancher le câble. Brancher quel câble? Ton câble qui est sur l'ordinateur, c'est juste lequel tu veux brancher. D'accord. Alors, c'est peut-être la connexion... Non, mon ordinateur est toujours connecté. Je vérifie. Je suis toujours connecté à Internet. Ok, donc je le branche. Voilà, je le rebranche. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, ok. Donc on revient à la présentation. Donc là, ils nous entendent toujours, hein? Ouais. Ok, bon, désolé de cette interruption. Il y a eu un petit bug informatique, on va dire. Voilà, donc là, c'est le moment où je vais regarder si vous avez des questions. Il n'y a pas de questions, très bien. Alors, donc là, j'étais dans la seconde révolution quantique. La première, ça a été la découverte des lois de la physique quantique. Et la seconde révolution quantique, c'est c'est la façon dont l'informatique quantique va changer notre monde. Et le premier point d'aspérité, en fait, c'est pas un point forcément positif, c'est la cryptographie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise tous des mots de passe, on utilise tous des solutions, donc des mots de passe sur les sites web, sur nos comptes Gmail, sur les comptes Microsoft, etc. Quand on utilise des moyens d'échange d'informations, c'est crypté. Des sociétés qui échangent des informations sensibles ou des États qui échangent des informations sensibles, c'est encore plus crypté, à des niveaux de cryptographie très importants. Et ça veut dire qu'en fait, un message qui est clair, il est transformé par un algorithme selon une séquence, et il est incompréhensible si on n'a pas les clés de cryptage pour voir à l'intérieur comment c'est organisé et pour comprendre comment ça a été crypté. On ne peut pas revenir en arrière parce que c'est crypté. Et plus la puissance des ordinateurs a augmenté, des ordinateurs classiques, plus elle a augmenté, plus on a eu des niveaux de cryptographie, des niveaux de cryptage puissants. Par exemple, je ne sais pas si vous utilisez un logiciel qui s'appelle DocuSign. DocuSign, c'est un logiciel américain, je crois, qui permet en fait de signer des contrats, donc là on revient sur le juridique, de signer des contrats à distance. C'est-à-dire que je ne suis pas sur ma table et je signe le contrat avec un stylo, j'ai le contrat à l'écran et comme j'ai été identifié, je peux signer le contrat à l'écran avec un degré de certitude et de sécurité qui est suffisant pour que ma signature soit reconnue valable. Derrière ça, il y a des mécanismes de cryptage de ma signature pour qu'elle ne soit pas falsifiée. Et pour que le document, une fois qu'il est enregistré et qu'il a été signé, le contrat, il soit enregistré de façon cryptée et qu'on ne puisse plus revenir en arrière pour le modifier. Et c'est à ces conditions-là qu'un contrat signé en ligne, par DocuSign par exemple, va avoir une force juridique reconnue par la loi, dans le système français, mais dans beaucoup de systèmes aujourd'hui, parce que c'est devenu la signature électronique, un moyen d'authentifier et de signer des documents qui est quand même assez généralisé. Avec les ordinateurs quantiques et la puissance des ordinateurs quantiques et de l'informatique quantique, on va pouvoir en fait décrypter, revenir en arrière, toucher à des documents qui ont été cryptés de façon avec des ordinateurs classiques. Ça veut dire que ce qui était sécurisé avant, avec l'informatique quantique, ne va plus l'être.
Des communications qui étaient cryptées entre des états, l'informatique quantique va permettre de les décrypter et donc d'avoir accès à ces informations. L'informatique quantique, avec sa puissance de calcul, va permettre de revenir en arrière sur des signatures de contrats. Donc ça, c'est la grande crainte des informaticiens et des gens de la cybersécurité aujourd'hui, une des grandes craintes, parce qu'il n'y a pas que ça, sur la fiabilité et la sécurité des documents ou des communications. Et en fait, j'y viendrai juste après, hein, mais la façon de lutter contre ça, c'est donc la façon de lutter contre cette possibilité pour l'informatique quantique de décrypter des documents qui étaient cryptés, c'est d'utiliser des algorithmes de cryptage quantique, c'est-à-dire des algorithmes de cryptage qui sont basés sur les lois de la mécanique quantique, de la physique quantique. Et le fait d'utiliser ces algorithmes avec la puissance de cryptage des ordinateurs quantiques va permettre de verrouiller pour que ça ne puisse pas être attaqué par un ordinateur quantique. Alors, j'ai bien conscience que c'est théorique ce que je suis en train de vous dire et qu'il faut vraiment un degré d'abstraction. Mais l'idée, elle est là, c'est que ce qui est sécurisé aujourd'hui ne sera pas forcément sécurisé demain si on n'utilise pas l'informatique quantique pour se prémunir des attaques avec des outils quantiques. Deuxième pan de notre société qui va être impacté, c'est l'intelligence artificielle. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, vous le savez par vous-même ou pour ceux qui ont suivi ma présentation, la dernière masterclass, l'intelligence artificielle, ça repose sur trois choses, sur une masse de données colossale pour entraîner des logiciels savants, des logiciels très complexes, qui vont avoir une faculté à s'améliorer avec ou sans intervention humaine. Souvent, il y a quand même une intervention humaine. Donc l'intelligence artificielle, c'est vraiment beaucoup de données, beaucoup, des milliards de données, qui vont faire un premier dataset un modèle. On va créer un modèle. Et ce modèle, avec d'autres données encore, on va le faire travailler pour améliorer ce modèle par rapport à une situation particulière ou par rapport à un usage particulier. Et ensuite, ce modèle va de lui-même, en fonction de poids qu'on va ajuster, qu'on va continuer à ajuster dans la chaîne d'intelligence artificielle, donc dans le programme informatique et en sous-jacent dans l'algorithme en dessous, ce modèle va continuer à s'améliorer, avec ou sans intervention humaine. L'intelligence artificielle, c'est ça. Ce n'est pas des robots, c'est vraiment des choses concrètes, des données, des logiciels et une faculté à s'améliorer. Ce n'est pas un Terminator ou quelque chose comme ça. Mais ça, voilà, j'ai déjà expliqué dans le précédent masterclass. Mais le lien entre l'intelligence artificielle et l'ordinateur quantique, c'est que la quantité de données qui va pouvoir être gérée par un ordinateur classique dépend de sa puissance. Et là, vous faites tout de suite le lien. La puissance des ordinateurs classiques d'aujourd'hui, elle est minuscule par rapport à la puissance des ordinateurs quantiques de demain. Et donc, la masse de données qui va pouvoir être gérée, qui va créer le modèle et qui va permettre les datasets, qui va permettre d'entraîner les modèles et avoir de nouveaux datasets, avec les ordinateurs quantiques, ça va être colossal. C'est-à-dire qu'on va passer de quelque chose qui est 100 à quelque chose qui est 10 000. Donc, en termes de puissance et de raisonnement, l'intelligence artificielle, quand on va arriver, c'est pas aujourd'hui, mais quand on va arriver à la coupler au fonctionnement des ordinateurs quantiques, elle va faire un bond phénoménal. Alors déjà, elle fait des bonds chaque année assez importants, mais là, on peut se poser la question de savoir si on arrivera à une intelligence artificielle générale, beaucoup plus puissante qu'un chat GPT aujourd'hui, parce qu'elle reposera sur de l'informatique quantique. On n'y est pas encore. Et ça pose des questions, évidemment, derrière, de responsabilité, de transparence, de gestion des données. Voilà, pas mal de questions juridiques pour nous, les avocats, en termes de conseils de nos clients. Simulation de la matière. Aujourd'hui, quand on fait de la recherche sur des matériaux, les industriels vont regarder
au niveau des atomes, la façon dont c'est organisé. Et il y a des calculs qui sont faits pour la résistance des matériaux, pour trouver de nouvelles matières, pour trouver de nouvelles molécules. Ces calculs sont faits par des ordinateurs classiques. Demain, ça sera fait par des ordinateurs quantiques, avec la puissance qu'on a vue des ordinateurs quantiques. On passe d'une puissance de 10 à une puissance de 10 000. Donc vous imaginez bien que sur la recherche scientifique, sur la physique, sur la chimie, sur les matériaux, sur la santé, sur la médecine, on va faire des colossaux en utilisant l'informatique quantique et ces super ordinateurs quantiques. À l'ADN et au génome humain, on va pouvoir améliorer les diagnostics médicaux avec le mais ça va être encore plus accessible largement. Évolution de société colossale. On voit déjà cette révolution avec l'intelligence artificielle, encore accélérée. Il faut, comme toujours, c'est prendre du recul par rapport à tout ça, c'est encadrer, avoir des règles d'utilisation pour l'intelligence artificielle, pour l'informatique quantique, poser des grands principes dans la loi qui permettent d'encadrer, de réguler l'utilisation de ces nouvelles technologies de façon pérenne. Si on a des lois qui sont trop précises, la technologie évolue tellement rapidement que, en fait, ces lois sont dépassées quand elles sont votées. Donc il faut avoir des lois, il faut avoir des textes européens, français, internationaux, qui définissent des grands principes et après les juges interprètent ces grands principes. C'est vraiment important d'avoir une qualité de texte qui soit pas trop détaillée. Si c'est trop détaillé pour encadrer une technologie, la technologie évolue tellement vite que quand le texte est voté, il est complètement dépassé. Voilà, c'était une parenthèse sur les textes. Alors, la matière, la médecine, l'intelligence artificielle, la cryptographie, et un autre domaine qui est évident où l'informatique quantique va permettre de faire des bonds en avant, c'est sur la météo, sur le climat. Vous savez certainement qu'un des domaines où on a besoin de la plus grande puissance de calcul, c'est la météo. La météo, à l'échelle d'une région, à l'échelle d'une ville, c'est énormément de paramètres à gérer en même temps. Parce qu'il y a l'humidité de l'air, le vent, la température au sol, la température dans différentes altitudes, le mouvement des nuages, les courants, les vents d'altitude, etc. Et tout ça, c'est énormément de paramètres qui bougent en permanence, puisque l'atmosphère, elle n'est pas figée, hein, elle bouge, c'est quelque chose de mouvant. Ça, le mouvement des océans. Et les ordinateurs classiques, aujourd'hui, mettent du temps. Alors, on a des prévisions, mettent du temps à calculer, c'est à jouer avec tous ces paramètres et à calculer pour donner des prévisions météo qui soient fiables. Donc, nous, au jour le jour, on se dit, est-ce qu'on va sortir, il va faire chaud, il va faire froid, mais pour des missions scientifiques, pour des lancements de satellites, pour des transports maritimes, la météo, c'est quelque chose d'essentiel. C'est ce qui va conditionner en fait toute l'activité économique de pans entiers de la société. Donc la météo, c'est vraiment quelque chose d'important. Le climat, l'évolution du climat, puisqu'aujourd'hui on voit qu'il y a un réchauffement planétaire du climat. Pouvoir anticiper à l'avenir à quel moment on va avoir des tempêtes ou des inondations parce que le climat local fait qu'il y a des pressions qui varient et que l'eau va être plus importante et va venir sur les terres. C'est quelque chose qui est très difficile à calculer, à anticiper, on le voit, hein, parce que
les prévisions météorologiques, on les a 48 heures, 24 heures avant, et puis l'inondation, on se la prend et on peut rien faire, ou la tempête, la tornade, elle arrive, et puis on l'anticipe, mais ça va pas très loin. Avec l'informatique quantique, demain, cette capacité de ces super ordinateurs à avoir du calcul extrêmement puissant, extrêmement fin, on va avoir une bien meilleure prévision des phénomènes météorologiques. On va vraiment pouvoir avoir une vision sur la météo qui soit beaucoup plus importante. Donc ça a des conséquences sur notre économie et sur notre vie de tous les jours. Alors, il y a sur l'informatique quantique énormément d'acteurs qui travaillent, réfléchissent, investissent beaucoup d'argent. Ça peut être vos métiers de demain, comme pour l'intelligence artificielle. Moi, je vous invite vraiment à prendre le train sur ces technologies, à rentrer dedans, à comprendre de quoi on parle. Il y a des scientifiques, il y a des ingénieurs parmi vous, mais pas que. Les gens du marketing, les gens de la communication, les gens qui font du droit, les étudiants qui font du commerce. Intéressez-vous à l'intelligence artificielle, à l'informatique quantique. Vous allez sur YouTube, vous allez trouver énormément de vidéos qui vous expliquent ce que c'est, comment ça fonctionne. Ayez toujours du recul par rapport à ces vidéos, parce qu'il y a beaucoup de bêtises qui sont racontées sur ça, donc il faut en voir beaucoup pour arriver à se faire une idée de où se situe la réalité, la vérité. Sur l'intelligence artificielle, il y a vraiment beaucoup de bêtises. Vous pouvez regarder le masterclass que j'avais fait sur l'intelligence artificielle, ça vous donne des repères solides. Et sur l'informatique quantique, il y a moins de bêtises parce que c'est très scientifique comme domaine et qu'en général, les gens qui parlent savent de quoi ils parlent. Donc il y a moins de bêtises. Mais intéressez-vous à ces sujets, allez les voir, creusez, et surtout, au-delà des mots, essayez de comprendre comment ça fonctionne derrière. C'est ça qui est intéressant. Et c'est comme ça que vous pourrez suivre le train de l'évolution, suivre ces révolutions, et ne pas rester à la traîne. Intelligence artificielle, informatique quantique, intéressez-vous à ça. Et donc, il y a toutes ces sociétés, Microsoft, Google pour les big tech, IBM, voilà, Airbus. Airbus s'y intéresse évidemment aussi parce que pouvoir gérer les données de vol d'un avion et pouvoir tirer des conséquences. Quand un avion passe d'un continent à l'autre, il y a énormément de données qui sont recueillies par les capteurs de l'avion. Il y a énormément de données qui sont collectées et après, ces données, quand on arrive au sol, eh ben, elles sont analysées par des ordinateurs. Mais ça prend du temps parce qu'il y a beaucoup de paramètres, beaucoup de 0, de 1, et donc beaucoup de, voilà, dans le binaire, de petites combinaisons qui se font pour arriver à tirer des conséquences de toutes ces données. Avec l'informatique quantique, la vitesse de calcul, elle est tellement plus rapide que ces données pourront être analysées beaucoup plus vite et puis permettre des progrès beaucoup plus importants, beaucoup plus rapidement pour les avions et pour les données de vol d'un avion. Mitsubishi, Toshiba, Visa, voilà. Et beaucoup de start-up aussi sur l'informatique quantique, Candelia en France, des boîtes comme ça, où beaucoup d'argent est levé. Donc intéressez-vous à ça, c'est l'avenir. En Californie, par exemple, vous avez Google qui a ouvert un campus dédié à l'intelligence artificielle et à l'informatique quantique. Ça s'appelle Google AI pour Artificial Intelligence. Et il est très vraisemblable que Google, rapidement, va lancer en fait des services d'accès à ce qu'il développe en informatique quantique, donc des services d'accès en ligne. Et là, on va rebasculer sur le juridique à ce qui, pour utiliser leurs ordinateurs quantiques. Azure Quantum, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc c'est le service quantique d'Azure Microsoft. Vous pouvez y accéder sans difficulté et l'utiliser. Je vais regarder s'il y a des questions, parce qu'avec le temps de latence, il y a peut-être eu des questions entre-temps. Alors, il n'y a toujours pas de questions. Donc, la régie de deux choses l'une, soit ce que j'ai dit est extrêmement clair, j'en serais ravi, soit il n'y a personne de l'autre côté, ce que je ne pense pas.
soit ils n'osent pas poser des questions, n'hésitez pas, hein, posez-moi des questions, il n'y a pas de problème. Alors, je regarde l'heure. On va faire une petite pause avant de passer. Voilà, donc ça je vous en ai parlé déjà, IBM, Google sur l'informatique quantique, et ensuite on va passer sur les impacts juridiques. Donc on fait une petite pause.
Merci. Alors, on va reprendre. On a fait une petite pause. On a vu, donc le sujet, hein, je vous rappelle, c'est l'informatique quantique. En quoi ça se différencie de l'informatique classique? On a vu le fonctionnement, on a parlé de la loi de superposition, de la loi d'intrication entre des particules élémentaires qu'on lie ensemble et tout ce que ça a comme conséquence au niveau du traitement de l'information par des ordinateurs quantiques. On a vu les applications dans la vie de tous les jours, en quoi c'est une révolution et en quoi il faut la comprendre, et comment ça va impacter notre quotidien. On comprend que deux choses, en fait, hein, ces lois de la physique quantique se situent à l'infiniment petit au niveau des atomes, des électrons, des photons, et c'est pas du tout les mêmes lois physiques que les lois que nous, on a à notre échelle. Et puis on comprend aussi que les ordinateurs quantiques, c'est des super ordinateurs qui ont des puissances de calcul absolument incroyables par rapport à des ordinateurs classiques. Et on comprend aussi que c'est une technologie qui est en cours d'évolution, qui est en cours de maturation, qu'il n'y a pas une utilisation quotidienne de l'informatique quantique aujourd'hui, c'est de la recherche fondamentale. C'est ce qu'on appelle aussi les deep tech. Les technologies profondes, les deep tech. Voilà, donc ça, c'est une deep tech, l'informatique quantique. Alors là, je vais traiter de l'impact juridique. Et juste une chose, tout l'objet de cette masterclass, c'est de vous faire toucher du doigt cette technologie, et c'est de vous inciter à rentrer et à comprendre comment ça fonctionne, pour pas vous laisser embarquer par des mots ou par du journalisme qui va pas forcément, comme on le voit sur l'intelligence artificielle, vous emmener dans le bon sens. Ce qui est vraiment important, et moi dans ma démarche d'avocat, c'est dans les tech, dans les technologies, c'est vraiment ce que je fais, c'est d'essayer, au-delà des apparences et des mots, de comprendre comment ça fonctionne derrière. Et par rapport à la loi, c'est pareil, quand on a un texte de loi, il ne suffit pas de regarder le texte de loi, il faut aussi comprendre quel a été l'objectif du texte de loi, dans quel cadre il a été adopté, et quelle est la finalité, quel est le but de ce texte de loi. Donc voilà, prendre du recul par rapport aux choses, prendre du recul par rapport à l'intelligence artificielle, prendre du recul par rapport à l'informatique quantique, comprendre comment ça fonctionne pour mieux maîtriser après. Et surtout, s'intéresser à ces sujets, avoir la curiosité intellectuelle d'y plonger, parce que sinon, on va vite être dépassé. Alors, on va regarder l'impact juridique de l'informatique quantique. Donc, on va regarder en fait l'impact juridique de ces super technologies super puissantes. Bon, il y a une chose dont on a déjà parlé, je vais revenir dessus rapidement, c'est la cybersécurité et la cryptographie. C'est l'idée que, en fait, les données aujourd'hui sont codées, protégées avec des algorithmes classiques. Et quand on a quelque chose qui est encrypté, qui est crypté, qui est protégé, il faut beaucoup de temps, avec certains niveaux de cryptologie, des clés à 256, il faudrait des milliers d'années pour arriver à casser, ce qu'on appelle casser, à décrypter quelque chose qui a été crypté par des clés de cryptage fortes. Et là, on a un exemple, l'ordinateur quantique, donc on a vulgarisé quand on a préparé ce séminaire, mais l'ordinateur quantique, il serait capable de casser un algorithme de cryptage en quelques heures, là où il faudrait des ordinateurs, il faudrait des milliers d'années un ordinateur classique. Donc l'idée, c'est vraiment que ces technologies vont mettre en cause la sécurité juridique qu'on peut avoir aujourd'hui quand on signe un document en ligne ou quand on crypte un message entre deux entreprises ou entre deux États. Ça va être remis en cause, et la seule façon d'arriver à éviter ça, c'est d'utiliser des logiciels de cryptage quantique qui s'appuient eux-mêmes sur la technologie quantique. Voilà. C'est combattre le feu par le feu. Le risque, il est évidemment par rapport à l'atteinte à l'intégrité des données et à la confidentialité des données. L'intégrité des données, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous signez un document en ligne avec un moyen de cryptage électronique, avec une signature électronique, type DocuSign,
votre signature et le document sur lequel elle porte sont liés, ils ont une intégrité, c'est-à-dire qu'ils sont cryptés, ils sont figés, et si demain il y a un problème par rapport à un contrat qui a été signé électroniquement, on ressort, et comme c'est intègre, on pourra s'assurer que ça n'a pas été décrypté et que ça n'a pas été modifié. Le document, il était d'une certaine forme, avec une signature à tel endroit, il n'a pas pu être modifié parce qu'il y a du cryptage qui est suffisamment fort pour empêcher de toucher à cette intégrité. Et demain, avec l'informatique quantique, on va pouvoir casser cette intégrité. Donc c'est une atteinte à l'intégrité des données. Sauf si le document a été crypté avec des clés ou des algorithmes quantiques qui reposent sur la technologie quantique. Atteinte à la confidentialité des données, de la même façon, des choses qui sont confidentielles ne vont plus forcément être confidentielles demain parce qu'elles vont pouvoir être cassées par des hackers qui utilisent du quantique. Alors, la question qui se pose, c'est mais quand est-ce que ce risque il va être avéré ? Et en fait, le risque, il est déjà présent. Il y a cette expression « harvest now, decrypt later ». C'est-à-dire que il y a des hackers aujourd'hui qui vont stocker des données, des messages, les mettre de côté, ou des États, c'est plutôt au niveau des États, hein, les mettre des États voyous qui vont mettre de côté des choses confidentielles. Ils ne peuvent pas les décrypter aujourd'hui parce que l'informatique quantique n'est pas totalement au point et que ça reste encore lourd à mettre en œuvre. Mais ils se disent, on les met de côté et puis on les attaquera quand l'informatique quantique, quand on aura des outils quantiques à disposition pour permettre de décrypter ce qui aujourd'hui est inattaquable. Donc harvest now, decrypt later. Alors, les solutions, donc c'est utiliser, je ne veux pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu technique, mais c'est utiliser ce qu'on appelle de la cryptographie post-quantique, c'est-à-dire des algorithmes qui eux-mêmes reposent sur les technologies quantiques pour générer de la cryptologie quantique. C'est des choses qui existent déjà, qui sont très peu utilisées, mais qu'il va falloir utiliser de plus en plus. Alors, le délai estimé avant qu'il y ait ce risque avéré de casser des clés de cryptage actuelles par de l'informatique quantique, le délai, il n'est pas très long, assez rapidement. Donc, vous voyez là, sur la courbe, hein, ça évolue, 33% à 10 ans, à 15 ans, on est à 60%. Dans une optique optimiste versus l'optique pessimiste. Donc en fait, la réalité, elle se situe entre les deux. Mais on voit qu'à 20 ans, on est à 83% de risque de pouvoir décrypter des choses qui sont cryptées aujourd'hui, de pouvoir les décrypter en utilisant de l'informatique quantique. Donc on voit qu'à 20 ans, en fait, tout ce qui aujourd'hui est sécurisé pourra être cassé d'ici 20 ans. Alors, c'est vrai que 20 ans, ça paraît beaucoup, mais c'est pas énorme, en fait. Hein. Quand on voit à quelle vitesse évoluent les technologies, on peut se dire que là, c'est un tableau qui date de 2021, et on peut tout à fait imaginer que si je reprends ce tableau à jour aujourd'hui, les délais vont être beaucoup plus courts et qu'à 10 ans, l'informatique quantique, vu la vitesse à laquelle ça évolue, va permettre de casser des choses qui sont cryptées aujourd'hui. Alors aujourd'hui, donc pour se prémunir de ça, dans les contrats, même si, nous, ce qu'on fait, avocats, juristes, c'est que d'ores et déjà, dans les contrats aujourd'hui, il faut prévoir des clauses qui mettent en œuvre, alors ça dépend de quel côté on se situe, du côté de l'utilisateur ou du fournisseur de services, mais quand on est côté utilisateur, et par exemple une banque qui va mettre en œuvre un gros système informatique, avec des données confidentielles sur ses clients, sur les opérations bancaires, etc. Il faut prévoir dans les contrats, avec celui qui va mettre en place ce système informatique, des clauses spécifiques qui vont appréhender, qui vont prendre en compte le risque technologique de hacking
par rapport à l'informatique quantique. Et donc de prévoir, de demander aux fournisseurs de services, lui demander contractuellement, dans le contrat, par écrit, qu'ils mettent en place des technologies qui au moins prennent en compte la rapidité de l'évolution de l'informatique quantique et le risque que ça puisse être cassé. Et donc, lui demander d'utiliser les technos de cryptage qui reposent sur de l'informatique quantique qu'on a vu avant sur le slide précédent. Voilà, des références à l'usage d'algorithmes de cryptographie post-quantique. Les exemples, ce que je vous disais, les documents qui sont signés par DocuSign, donc les contrats qui sont signés par DocuSign pourraient être corrompus demain. La blockchain, c'est quelque chose d'inviolable parce que la blockchain, vous savez, qui est fait par des milliers de mineurs d'ordinateurs qui travaillent et qui calculent une formule pour vérifier qu'elle est juste à tout moment. Et c'est la conjonction de tous ces calculs qui fait que quelque chose sur la blockchain est considéré comme exact et reflet de la réalité ou pas. Et ces calculs, ils sont faits par des ordinateurs classiques, et puis par des ordinateurs un peu plus puissants, mais globalement, c'est quand même la masse de ces calculs qui fait qu'on arrive à un résultat pertinent. Mais demain, ces ordinateurs classiques, aujourd'hui, ils vont être dépassés par l'informatique quantique. Et donc, ce qui est crypté aujourd'hui va pouvoir, en reverse, dans l'autre sens, être décrypté. Et donc, la blockchain va pouvoir être cassée par l'informatique quantique. Là où on voit avec l'évolution des technologies pourra être dépassé et entraîner des failles de sécurité et entraîner des risques pour des sociétés, pour des États, par rapport à ce qu'on considère aujourd'hui comme quelque chose d'acquis. C'est crypté, c'est sur la blockchain, il n'y a pas de problème, c'est sécurisé. Eh bien non, la technologie évolue en permanence, et ça, c'est l'imagination humaine qui fait qu'on ne peut pas arrêter, c'est débridé. La recherche scientifique, l'évolution, la curiosité font que ce qui aujourd'hui est sûr ne le sera pas forcément demain, à des échelles de 5, 10, 20 ans. Alors, autre domaine qui va être, avec des aspects juridiques, qui va être impacté par l'informatique quantique, c'est que être de plus en plus complexe et couvrant de plus en plus des quantités de données de plus en plus grandes. Or, vous savez qu'il y a un texte qui est intervenu, qui est le RGPD dans l'Union européenne, et ce texte a été répliqué dans de nombreux États, un peu partout dans le monde, aux États-Unis, au Canada. On a des textes un peu similaires en Chine. Ce texte, il vise à protéger les données personnelles et la vie privée et la confidentialité de nos données personnelles. L'idée, c'est aussi de lutter contre les GAFA, contre les Big Tech, qui, depuis 20 ans, Microsoft, Meta, mettent à notre disposition des outils qui sont gratuits, mais gratuits en apparence, puisqu'en fait, ce n'est pas vraiment gratuit, puisque ce qui est utilisé derrière, c'est de données de vie privée. C'est notre comportement sur Internet, c'est la façon dont on navigue sur Internet, c'est les sites d'intérêt, c'est ce qu'on achète, ce qu'on consomme, ce qu'on regarde comme image, pour ensuite faire de la publicité ciblée. Donc l'idée, vous la connaissez, c'est quand c'est gratuit, c'est pas gratuit, c'est que je suis le produit. Si quelque chose est gratuit, c'est qu'on est le produit, c'est que notre vie est utilisée et mise sous forme de fiches virtuelles pour pouvoir envoyer de la publicité ciblée. Et ces données, elles sont traitées par des ordinateurs qui sont aujourd'hui des ordinateurs classiques. Et le RGPD vient mettre en place, un traité européen, vient mettre en place des règles d'utilisation de ces données, avec plusieurs principes, des principes de transparence, des principes de sécurité des données. Celui qui collecte nos données, les processe et les utilise doit s'assurer de la sécurité des données, et que ces données ne vont pas se retrouver sur le net, que si jamais sur le net parce qu'il y a eu un hacking par des hackers
qui ont cassé une base de données et qui ont récupéré les données. Et en fait, vous le voyez dans la presse, ça arrive assez souvent que des bases de données soient cassées par des gens malveillants qui vont prendre ces données et les revendre sur Internet, sur le darknet, etc. Donc le RGPD, il vise à mettre en place des règles de sécurité pour ceux qui ont la main officiellement sur ces données, pour que justement les hackers ne puissent pas aller dans ces données de nos vies privées et les revendre sur Internet. Et puis il y a un autre principe, donc il y a la sécurité, il y a la transparence, on doit savoir, on doit être informé sur ce que ces responsables quoi? Ça veut dire que les données qu'un opérateur va collecter sur nous, il doit les collecter dans un but particulier et il ne doit collecter que les données par rapport à ce but. C'est-à-dire que pour prendre une décision, par exemple, sur un logiciel comme Parcoursup qui permet d'aider les étudiants à faire des choix de carrière et puis à sélectionner les écoles dans lesquelles ils vont aller, vous avez sûrement utilisé Parcoursup. Les données qui sont collectées, il doit y avoir un principe de minimisation, il doit y avoir que des données qui vont servir à nourrir ce logiciel et pas des données qui n'ont rien à voir avec ce logiciel. Et dernier principe, il ne doit pas y avoir de prise de décision automatisée qui soient des décisions prises uniquement par un ordinateur ou un algorithme sur la base des données qu'on a entrées dedans. Quand il y a quelque chose qui impacte sur notre vie de tous les jours, sur notre vie humaine, les décisions qui sont prises, il doit y avoir de tous les jours. Avec l'informatique quantique et ces super ordinateurs et la capacité de calcul de ces super ordinateurs, il est tout à fait possible, puis c'est même sûr en fait, que les principes qui existent aujourd'hui dans le RGPD vont devoir être revus et adaptés parce que, par rapport à la minimisation par exemple, il va y avoir tellement de données qui vont être gérées que le principe de minimisation, en pratique, il n'aura plus vraiment de sens. Et ces ordinateurs quantiques vont traiter des volumes de données colossaux, et on peut vraiment se poser la question de savoir si la minimisation ne va pas devenir un concept complètement abstrait, flou et inefficace en pratique. Sur la sécurité des données, par rapport aux bases de données qui sont sur les données collectées, avec des algorithmes quantiques, on va pouvoir casser la sécurité de ces données et donc accéder aux données beaucoup plus facilement. Alors quand je vous dis « on », c'est les hackers, c'est les gens qui sont malveillants, mais voilà, ça existe. Et les technologies, elles sont utilisées par des gens qui sont bienveillants, mais elles sont aussi utilisées par des gens qui sont malveillants. C'est par exemple le propre, si on fait un parallèle, de l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire, elle peut être utilisée pour faire des centrales qui vont permettre d'alimenter en électricité des pays, des villes, des pays, des bateaux. Et puis elles vont être utilisées aussi pour faire des missiles, pour faire du chantage, pour faire du terrorisme. Donc c'est ce qu'on appelle des armes à double usage. Le plus basique, c'est un marteau. Un marteau, ça peut être utilisé pour créer quelque chose. Une maison, ça peut être utilisé pour tuer quelqu'un aussi. Donc l'informatique quantique, c'est une arme à double usage. Et donc tout ça pour dire que des textes aujourd'hui qui sont extrêmement précis, comme le RGPD, eh ben, ils ne vont pas pouvoir évoluer avec le temps, parce qu'ils sont trop précis, justement. Et donc, il va falloir, dans les années qui viennent, des réformes, des nouvelles versions du RGPD. Et la question, c'est pas est-ce que ce sera nécessaire, c'est quand est-ce que ça va être indispensable. Donc voilà, c'est pas est-ce que, c'est quand. Alors, je passe à la slide suivante. Un autre impact de l'informatique quantique sur la sphère juridique, c'est tout ce qui touche au droit de la concurrence. Je regarde rapidement si vous avez des questions. Pas de questions. Je regarde quand même. Bon, pas de questions.
Ok. C'est que je suis très clair. Alors, le droit de la concurrence, l'informatique quantique et le droit de la concurrence. Qu'est-ce qu'il y a comme interaction? L'informatique quantique, les ordinateurs quantiques, ce que je vous ai dit, le quantum computing, c'est que c'est des technologies qui nécessitent beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement et qui ne sont mises en œuvre que par des États, dans le cadre de la recherche scientifique, ou par des grandes sociétés. Et quand on pense aux grandes sociétés, donc on pense aux big tech, aux GAFA, Google, Microsoft, Meta, etc., la question qui se pose, c'est de savoir si on ne risque pas d'arriver à une distorsion de la concurrence. C'est-à-dire que, est-ce que tout le monde va pouvoir utiliser l'informatique quantique de la même façon qu'on utilise un ordinateur comme celui que j'ai devant moi? Donc ce que je vous ai dit, c'est que il y aura ça va pas, les ordinateurs quantiques, ça ne va pas être des ordinateurs de bureau, a priori, même s'il y a de la recherche là-dessus, mais ça ne va pas être des ordinateurs de bureau, ça va être des ordinateurs, on va y accéder via nos ordinateurs de bureau par de l'accès en ligne. Et donc les éditeurs de logiciels et ceux qui travaillent sur de la recherche vont mettre à disposition leurs services quantiques via de l'accès en SaaS à distance. Ce qui existe déjà aujourd'hui avec, par exemple, Azure Quantum et d'autres, IBM, etc. Et la question, c'est quand vous avez seulement 2 ou 3 sociétés qui maîtrisent cette technologie, parce qu'elles sont dominantes sur le marché, est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans des comportements répréhensibles d'abus de position dominante? C'est-à-dire que avoir une position sur le marché, une position dominante pour une société d'utilisation d'une technologie, c'est permis. Ce qui n'est pas permis, concurrence, voire 60%. Il y a une perte de son? C'est possible. Hein. Ok. C'est bon? Donc là, je parle. Ok. D'accord. Ok. Donc il y a une petite perte de son, donc je reviens un petit peu en arrière pour ceux qui n'ont pas pu entendre. Donc là, on voit un autre aspect, un autre impact juridique des technologies quantiques, c'est le droit de la concurrence. En fait, l'idée, c'est que sur un marché, on peut avoir des phénomènes de distorsion de la concurrence parce que certains acteurs abusent de leur position. Sur un marché, ce qui est permis, c'est que, bien évidemment, dans le système capitalistique, il y ait plusieurs acteurs qui produisent des services ou des produits, qui mettent sur le marché des produits ou des services équivalents, identiques, similaires, etc. Mais on peut se retrouver assez rapidement avec des entreprises qui vont être dominantes, c'est-à-dire qu'elles vont avoir une position très forte sur le marché, et puis d'autres entreprises qui seront moins présentes. C'est tout à fait possible aussi, et ça arrive sur tous les marchés, mais ce qui n'est pas permis, c'est que les entreprises ou l'entreprise qui a une position dominante abuse de sa position. C'est-à-dire qu'elle a des pratiques qui sont discriminantes, qui sont abusées, qui sont abusantes, et qui viennent en fait écraser de façon illégitime tous les autres acteurs. Ça va être par exemple de la vente à perte ou de la vente à des prix qui ne reflètent pas les coûts de production d'un produit ou d'un service.
ça va être des pratiques qui vont fermer l'accès à certaines technologies à des concurrents. Et là, l'idée, c'est que les ordinateurs quantiques, en fait, vont être mis en œuvre par des grandes sociétés et que ces grandes sociétés se retrouvent rapidement, parce qu'il y a beaucoup d'investissements derrière, à être quelques-unes et qu'il y en a quelques-unes qui abusent de leur position. Donc l'idée, ça serait en fait que les ordinateurs quantiques deviennent une facilité essentielle, ce soit considéré juridiquement comme une facilité essentielle. Et une facilité essentielle en droit, ça veut dire qu'on doit mettre à disposition cette technologie, cette facilité essentielle, de façon ouverte, transparente et libre, et qu'il n'y ait pas de refus d'accès à cette technologie pour toutes les entreprises autres que celles qui les mettent à disposition, qu'il n'y ait pas de refus d'accès qui soit abusif. Donc dans la position dominante, il faut faire attention, il faut qu'il y ait un accès indispensable à la technologie pour pouvoir exercer une activité concurrente. Il faut que ce soit à des conditions économiques raisonnables. Il ne faut pas que ce soit trop cher ou que ce soit gratuit complètement parce que sinon ça peut casser le marché. Donc voilà, c'est des analyses qui sont faites par rapport à un marché donné. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'informatique quantique, ça peut, de par les acteurs qui sont sur ce marché, casser la concurrence et introduire une distorsion dans la concurrence en restreignant, pour certains, l'accès à la technologie et le partage de savoir-faire. Alors, l'autre aspect où le juridique et l'informatique quantique s'interpénètrent quelque part, c'est évidemment dans les contrats. C'est-à-dire que les contrats vont devoir prendre en compte l'informatique quantique, la puissance, en termes notamment de responsabilité. Il va falloir prévoir des clauses dans les contrats, comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple des banques qui recourent à un système informatique vont devoir avoir des clauses qui prévoient que la sécurité, elle est valable également au niveau des attaques ou au niveau de la sécurité qui serait attaquée par des logiciels reposant sur les principes de la mécanique quantique ou de la physique quantique. Donc il va y avoir des clauses spécifiques sur la sécurité par rapport au quantique à prévoir dans les contrats. Il va y avoir des clauses de limitation de responsabilité à revoir dans les contrats de service, parce qu'il va y avoir des attentes par rapport au quantique où, en fait, la banque va vouloir avoir un maximum de sécurité par rapport aux résultats qui vont être... Si elle met en œuvre de l'informatique quantique et des calculs sur de la probabilité au travers du quantique, elle va avoir des résultats, elle va vouloir avoir des résultats les plus possibles et qu'il y ait une marge de manœuvre ou une marge d'erreur qui soit la plus réduite possible. Alors que l'éditeur, lui qui met à disposition un outil d'informatique quantique, va plutôt être dans essayer de minimiser son risque par rapport au taux d'erreur qui peut survenir quand on utilise de l'informatique quantique. Donc les clauses qui existent aujourd'hui vont devoir être revues. De même, ce qu'on appelle les SLA ou les KPI. Les SLA, donc les Service Level Agreement, vous l'avez peut-être vu dans des contrats. Si vous ne l'avez pas vu en deux mots, ce que ça désigne, c'est quand on a un contrat de service, il y a des annexes qui vont, par rapport à ce contrat de service, prévoir qu'un système informatique va avoir un taux de disponibilité de 99,9%. C'est ce qu'on appelle un KPI, ou que le stockage va être de 10 terabits. Voilà. Donc et que ça va être en permanence parce que ça va être sur le cloud et qu'on aura toujours cette disponibilité de 10 terabits sur le cloud. Et donc ces SLA, aujourd'hui, ils ne prennent pas en compte la chose informatique, la sécurité, l'informatique quantique, la sécurité, les capacités de stockage, les capacités de calcul, etc. Donc là aussi, il va falloir prendre en compte, au travers des SLA et des KPI, l'informatique quantique pour mesurer la performance qui résulte du delivery du service. Et donc, comme c'est quand même assez sophistiqué et assez complexe, il va falloir, là aussi, mélanger le juridique et les sachants en informatique et en recherche sur les deep tech.
Voilà, donc les contrats, dans la façon dont ils sont libellés, pour du service sur de l'informatique quantique, aujourd'hui, ils ne sont pas prêts et il va falloir les revoir et adapter ces contrats par rapport à l'informatique quantique. Dernier point sur les impacts du juridique. Alors, on pourrait continuer longtemps comme ça à décliner parce que l'idée, c'est que cette technologie révolutionnaire, elle met en place des ordinateurs extrêmement puissants et donc ça remet en perspective tout ce qui avait été construit jusqu'à présent. Mais là, le dernier point que je vais aborder, c'est sur les contrôles à l'exportation et l'idée que cette technologie, elle est à double usage. Donc, ce que j'ai évoqué, c'est comme le nucléaire, c'est-à-dire que ça peut être utilisé pour le bien ou pour le mal. Ça peut être utilisé avec bienveillance et pour permettre de faire croître la connaissance scientifique, d'améliorer la recherche médicale, d'améliorer le quotidien des gens. Mais ça peut aussi être utilisé pour casser des sécurités informatiques, pour aller divulguer des choses qui sont confidentielles aujourd'hui. Donc ça peut être utilisé par des États qui n'ont pas forcément la même vision que nous. Ça peut être utilisé de façon malveillante. Et dans les contrats, il y a ce qu'on appelle les export provisions, les export control provisions, dans les contrats internationaux. Et ces export control provisions, en fait, viennent mettre en place des règles par rapport souvent aux États-Unis, où quand une boîte aux États-Unis met à disposition d'un pays en dehors des États-Unis une technologie qui est à double usage, comme la cryptographie, ou comme l'informatique quantique, ou comme le nucléaire, ou comme des technologies sur les armes, sur les drones, etc., il va y avoir des règles américaines très précises qui vont s'appliquer et qui vont faire, par exemple, pour être concret, que le contrat ne pourra pas être signé avec certains pays qui figurent sur une liste des États considérés par l'Amérique comme des États voyous, comme des États qui ne respectent pas les mêmes valeurs et qui risqueraient d'utiliser cette technologie de façon malveillante. Dans les relations internationales, vous le voyez aujourd'hui, par exemple avec la Russie, il va y avoir des technologies qui ne vont pas pouvoir être exportées vers la Russie. Et donc, toutes ces clauses d'export control, il va falloir les revoir par rapport à l'informatique quantique et à la puissance que ça représente derrière. Alors, on arrive à la fin de cette présentation. On va passer au... Alors, petite remarque, il y a des prix Nobel de physique qui sont attribués chaque année, vous le savez. Elles ont été, en 2022, attribuées à 3 chercheurs pour leurs travaux sur l'intrication quantique. L'intrication quantique, je vous rappelle, c'est cette propriété physique au niveau quantique, au niveau des particules, absolument incroyable, d'arriver à faire se connecter intrinsèquement 2 petites particules élémentaires, ce qui fait que même si elles ne sont pas au même endroit, elles subissent, quand on fait une information ou une stimulation sur l'une, ça agit immédiatement sur l'autre. Elles sont intriquées, elles sont ensemble. Et donc ces 3 chercheurs que vous voyez à l'écran ont reçu le prix Nobel de physique en 2022 sur l'intrication quantique. Donc c'est vraiment de la recherche fondamentale. Alors, sur les takeaways, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que ces lois de la physique quantique, appliquées d'une manière générale ou appliquées aux ordinateurs, ne sont pas très intuitives. C'est quelque chose qui est complexe et ça ne correspond pas du tout aux lois physiques qu'on connaît dans notre monde. Donc il y a vraiment une conceptualisation à faire, un recul à faire par rapport à ça. C'est des règles qui sont applicables uniquement au niveau atomique, au niveau des électrons, des particules, de tout ce qui tourne autour des atomes. C'est une technologie qui est révolutionnaire et qu'il faut connaître. Et encore une fois, je vous invite à regarder des vidéos sur l'informatique quantique, sur les lois de la mécanique quantique sur YouTube. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont passionnantes et intéressantes. Et on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais par exemple la lévitation. C'est-à-dire qu'au niveau, sur la base des règles quantiques, on arrive à faire que des petits objets soient, avec des supraconducteurs, et sur la base des lois quantiques,
des petits objets, flottent dans l'air au-dessus de leur support. Ce qu'on peut voir dans des films de science-fiction, ben là, on a des petits objets qui flottent au-dessus de leur support sans qu'il y ait juste par les lois de la physique, en fait, mais au niveau quantique. Et ça, demain, ça préfigure quand même que sur des échelles plus grandes, on arrivera à faire se léviter, à faire s'élever des choses en utilisant les règles de la mécanique quantique. Troisième point, au-delà de cette révolution, c'est que ce n'est pas une nouveauté juridique. Il y a un impact juridique fort parce qu'il faut prendre en compte cette technologie dans les contrats qui existent actuellement et dans les contrats à venir, notamment, et c'est le point le plus important, sur la cybersécurité, parce que cette technologie va permettre de casser des choses qui sont sécurisées aujourd'hui pour les rendre, pour les divulguer, pour accéder à des données, pour remettre en cause des signatures électroniques, pour remettre en cause des contrats. Donc vraiment un gros focus sur la cybersécurité. Voilà. Alors, on arrive à la fin. Je vous remercie pour votre attention. C'était clair pour vous et que ça vous a intéressé et que vous allez prendre du recul par rapport à tout ça et puis plonger dans ces deep tech, au même titre que l'intelligence artificielle. Et je vais regarder si vous avez des questions. Donc je rebascule sur la partie questions. Et je ne vois pas de questions. On va attendre un petit peu. Je vais regarder sur les différentes catégories. Bon, c'est des sujets qui sont complexes, mais qui sont passionnants. C'est des sujets qu'il faut prendre à bras-le-corps, il faut plonger dedans, il faut comprendre de quoi on parle. Il ne faut pas s'arrêter aux mots, il faut vraiment aller au-delà et puis voir derrière le marketing, la communication, comment ça fonctionne, de quoi on parle concrètement, essayer vraiment de plonger dans la technologie pour mieux se l'appréhender et puis pour avoir du recul par rapport à ce qui est notre quotidien, même si on ne s'en rend pas compte. Bon, je ne vois pas de questions. Je pense qu'il y a un petit bug sur les questions quand même. Je vais vous laisser. J'étais ravi de faire cette présentation. Et puis je vous invite à regarder en replay le masterclass sur l'intelligence artificielle. Et puis de nouveau à regarder en replay ce masterclass sur l'informatique quantique. N'hésitez pas à me contacter par la suite si vous avez d'autres questions. Je repasse sur la présentation. Vous avez mes coordonnées ici, à la fin de la présentation. On est à Paris et voilà, on intervient sur les nouvelles tech et je suis avocat. Je vous remercie. Il y a toujours ce petit temps de décalage. Donc, à très bientôt, j'espère. Au revoir. Merci.